Nous n'étions pas aveugles. Dès 2007, à Munich, le président russe Vladimir Poutine avait averti que même si nous travaillons avec l'OTAN, l'Union européenne et le G7 étant déjà membres du G8, il ne fallait pas nous prendre pour des naïfs ou croire que nous ne comprenions ou ne voyons rien. Si nous sommes égaux, alors travaillons sur un pied d'égalité. Nous avons continué. Vladimir Poutine, lors de nombreuses rencontres, a patiemment expliqué à chaque pays et partenaire du camp occidental ce qu'il voulait dire lors de son discours à Munich, au cas où certains n'auraient pas compris. Jusqu'au dernier moment, nous leur avons donné la chance d'éviter un conflit chaud. En décembre 2021, nous leur avons dit « Vous diluez les accords de Minsk, vous créez des menaces pour notre sécurité. Signons un traité sur la sécurité européenne qui garantirait cette sécurité sans intégrer qui que ce soit à l'OTAN. » Nous avons été ignorés. Déjà en janvier 2022, j'ai rencontré le secrétaire d'État américain de l'époque, Antony Blinken. Il a dit que l'OTAN n'était pas notre affaire. Il pouvait seulement promettre que le nombre de missiles à portée intermédiaire qu'il déploierait en Ukraine serait limité d'une certaine manière. C'est tout. C'est encore de l'hypocrisie, de l'impunité, de l'exceptionnalisme, de la supériorité. Et où cela nous a-t-il menés? Ce n'est pas pour rien que le président Vladimir Poutine a déclaré, lors d'un de ses grands événements l'année dernière, que la situation d'avant février 2022 ne se reproduirait plus jamais. C'est-à-dire qu'il espérait jusqu'en février, tout en comprenant déjà la vanité de ses espoirs. Mais il leur a donné une chance jusqu'au dernier moment. Asseyons-nous à la table, discutons de la sécurité, y compris celle de l'Ukraine, mais de manière à ce que les mesures prises ne sapent pas la nôtre. Tout cela était sur la table. Aujourd'hui, de nombreux hommes politiques, anciens membres du gouvernement et personnalités publiques avec l'esprit de l'escalier, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose en commun avec le paysan russe qui est fort de l'esprit de l'escalier, disent qu'il aurait fallu agir différemment. Mais les choses se sont passées comme elles se sont passées. Nos objectifs sont clairs, les tâches sont définies, comme on le disait déjà en Union soviétique. En parlant de 2022, tout le monde se souvient que vous avez eu de longues négociations avec Antony Blinken. À quel moment avez-vous compris, pour vous-même, qu'il ne serait pas possible de parvenir à un accord? Comment a été prise la décision de lancer l'opération militaire spéciale? Un mois s'est encore écoulé entre vos négociations avec Blinken. J'espérais que la raison et le bon sens prévaudraient. Mais c'est l'orgueil qui a prévalu. Non seulement les plans visant à intégrer matériellement l'Ukraine dans l'OTAN, à créer des bases en Crimée, en mer d'Azov, tous ces plans existaient. Mais au-delà de ce dessein géopolitique, l'orgueil a également joué un grand rôle. Comment cela? Ils disent « non » et nous devrions accepter? Je n'exagère pas. C'est, de manière crue, ce qui les guidait. C'est triste. Ce n'est pas du bon sens. Ce n'est pas pour rien que Donald Trump ne cesse de répéter, à propos de tout conflit et en examinant la position de l'Amérique, que le bon sens doit prévaloir. Et le bon sens de Washington dicte de rester à l'écart. Nous nous souvenons que le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a déclaré que la balle était dans leur camp. Pour beaucoup, les négociations à Riyad ont été une surprise. Quel travail préliminaire avez-vous mené et quand l'avez-vous commencé pour que ces négociations aient lieu? Il n'y a eu aucun travail préliminaire. Les présidents se sont contactés à l'initiative de Donald Trump. Ce ballon, le président Vladimir Poutine le lui avait passé en 2018 à Helsinki, lors d'une conférence de presse après la Coupe du Monde, c'était le ballon officiel de la FIFA. Donald Trump l'a attrapé, l'a fait tourner et l'a lancé aux membres de sa délégation assis devant lui. Nous partions tous du principe que ce n'était pas Donald Trump qui avait rompu les relations, mais Joe Biden, même s'il s'agit du même pays. Donald Trump en était parfaitement conscient et a appelé lui-même. Juste avant, il avait envoyé en Russie un proche conseiller pour une discussion détaillée. Ensuite, lors de l'appel téléphonique, sur sa proposition, nous avons convenu de nous rencontrer à Riyad. Nous nous y sommes rendus 3 jours après l'appel. Donc, il n'y a eu aucune préparation. Je parle de préparation bilatérale. Bien sûr, chaque équipe s'est préparée. Nous au ministère des Affaires étrangères, eux au département d'État. C'était une conversation tout à fait normale entre 2 délégations. Ce qui est frappant, c'est que cette normalité a été perçue comme une sensation. Cela signifie que nos partenaires occidentaux,
pendant le mandat de Joe Biden, ont réussi à amener l'opinion publique mondiale à un état où une conversation normale est perçue comme quelque chose d'extraordinaire. Nous ne penserons jamais de la même manière sur chaque question de politique mondiale. Nous l'avons reconnu à Riyad. Et les Américains l'ont également reconnu. Ils l'ont d'ailleurs eux-mêmes exprimé. Là où nous voyons des intérêts communs, le bon sens suggère qu'il est stupide de ne pas les utiliser pour les transformer en actions concrètes et obtenir des résultats mutuellement bénéfiques. Là où les intérêts divergent, c'est aussi ce qu'a dit le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le devoir des puissances responsables est de ne pas laisser ces divergences dégénérer en confrontation. C'est tout à fait notre position. D'ailleurs, c'est le format sur lequel se construisent les relations entre les États-Unis et la Chine. Ils ont un grand nombre de désaccords. Les Américains annoncent de nombreuses sanctions contre la Chine pour supprimer un concurrent. Pas autant que contre nous. Les Américains et les Européens imposent des droits de douane de 100% sur les voitures électriques. C'est simplement une concurrence déloyale. Mais je reviens au modèle de relation. Malgré tous ces désaccords, malgré le fait que les plus hauts dirigeants des États-Unis et de la Chine, les ministres, s'accusent périodiquement d'actions illégitimes, principalement dans le domaine économique, mais aussi en politique et en sécurité. Lisez comment les ministres chinois parlent des plans de l'Occident dans le détroit de Taïwan ou en mer de Chine méridionale. C'est une opposition très vive. Je comprends les camarades chinois lorsque l'Occident dit qu'il adhère à la politique d'une seule Chine, ce qui signifie que la Chine est une et que Taïwan en fait partie. Mais après avoir dit qu'ils soutiennent la politique d'une seule Chine, ils disent tous que le statu quo ne doit pas être touché. Et qu'est-ce que le statu quo? C'est un Taïwan indépendant. Il y a donc beaucoup de duplicité. Ce n'est pas pour rien qu'un représentant du ministère chinois de la Défense a récemment déclaré qu'ils étaient fermement attachés à un règlement pacifique, mais n'excluaient pas l'usage de la force militaire si on les menait en bateau. À peu près comme ça. Malgré tout, le dialogue entre Pékin et Washington n'a jamais été interrompu. Je pense que c'est exactement le modèle qui devrait prévaloir dans les relations entre deux États, surtout entre la Russie et les États-Unis, qui, d'une part, peuvent trouver des intérêts communs et faire beaucoup de choses mutuellement bénéfiques, et d'autre part, sont obligés, en cas de divergence d'intérêts, de ne pas laisser les choses dégénérer en guerre. Déjà lors de la première élection de Donald Trump, beaucoup de nos politiciens sont tombés dans l'euphorie. Aujourd'hui, ils y retombent. Les États-Unis ont toujours le même objectif, être le premier pays au monde. Sous Joe Biden, sous Barack Obama, en général sous les démocrates, ils ont essayé de le faire en soumettant tout et tout le monde, en payant pour ce soutien, comme ils paient pour l'OTAN, comme ils ont payé le Japon et la Corée du Sud, en créant des avant-postes avec la participation de l'OTAN et des composantes nucléaires. Donald Trump, lui, est un pragmatique. Son slogan est le bon sens. Cela signifie, tout le monde le voit, un passage à une autre manière de faire les choses. Mais l'objectif reste le même, MAGA, Make America Great Again. Maintenant, il a une nouvelle casquette. Tout ce que Donald Trump a promis, il l'a fait. Cela donne un caractère vivant et humain à la politique. C'est pourquoi il est intéressant. Son équipe, le secrétaire d'État Marco Rubio et le conseiller à la sécurité nationale Michael Waltz, sont des gens tout à fait raisonnables dans tous les sens du terme. Ils parlent en partant du principe qu'ils ne nous commandent pas et que nous ne les commandons pas. Simplement, deux grands pays se sont assis pour discuter de ce qui ne va pas chez eux et de ce que leur prédécesseur a cassé en 4 ans, détruisant tous les canaux de contact sans exception, imposant des sanctions qui ont conduit à l'expulsion des entreprises américaines, entraînant des pertes de centaines de milliards de dollars. Cela dure apparemment depuis très longtemps, si ce n'est toute l'histoire de l'après-guerre. Pendant votre travail à l'ONU, vous étiez engagé dans un dialogue constructif. Vous signez des documents conjoints avec la partie américaine. Et ils violaient ces accords, ce qui avait été déclaré, en quelques mois seulement. Cela s'est produit avec le Kosovo, avec l'Irak. Un mois avant le discours de l'ancien secrétaire d'État Colin Powell, vous aviez un document conjoint avec le représentant des États-Unis sur la nécessité de rétablir le dialogue, etc. Comment avez-vous réagi à de telles choses? C'est devenu une habitude. Vous avez tout à fait raison. Cela continue d'essayer de rouler tout le monde, de présenter leur position comme la seule valable. C'était même le cas avec le secrétaire d'État américain Colin Powell. Nous avons également travaillé étroitement avec lui.
Je suis sûr qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans l'éprouvette, quelle était cette poudre blanche, qu'il agitait au Conseil de sécurité de l'ONU en disant que le président irakien de l'époque, Saddam Hussein, n'était pas de ce monde. Il a simplement été piégé par des agents de la CIA. Je ne veux pas être anti-européen. Cependant, la situation actuelle confirme une idée avancée par de nombreux historiens. Ces 500 dernières années, lorsque l'Occident s'est plus ou moins formé tel qu'il est parvenu jusqu'à nous, bien sûr avec quelques changements, toutes les tragédies du monde ont pris naissance en Europe ou se sont produites grâce à la politique européenne. Colonisation, guerre, croisade, guerre de Crimée, Napoléon, Première Guerre mondiale, Adolf Hitler. Si l'on regarde rétrospectivement l'histoire, les Américains n'ont joué aucun rôle d'instigateur, et encore moins de déclencheur. Et maintenant, après le mandat de Joe Biden, des personnes souhaitant agir selon le bon sens sont arrivées. Ils disent clairement qu'ils veulent mettre fin à toutes les guerres, qu'ils veulent la paix, qui demandent la poursuite du banquet sous forme de guerre. L'Europe. La première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré que pour l'Ukraine, la paix est pire que la guerre. Le premier ministre britannique Keir Starmer, qui est parti à la suite du président français Emmanuel Macron pour convaincre le président américain Donald Trump de ne pas mettre fin si rapidement à cette histoire, s'est vanté que cette année, le Royaume-Uni ferait sa plus grande contribution en armes à l'Ukraine, contredisant directement Donald Trump et affirmant qu'ils allaient gonfler le régime de Kiev. Le président Emmanuel Macron court avec des idées, tout comme Keir Starmer. Ils préparent des milliers de casques bleus, assureront leur couverture aérienne. C'est aussi de l'audace. Premièrement, personne ne nous demande notre avis. Le président Donald Trump comprend tout. Il a dit qu'il était trop tôt pour parler d'un règlement. Vous pouvez discuter de cette question, mais il faudra l'accord des parties. Il se comporte correctement. Ce plan d'introduction de casques bleus en Ukraine est une continuation de l'incitation du régime de Kiev à la guerre contre nous. Ces gars ont piétiné les accords de Minsk. Ils l'ont admis récemment. Leurs co-auteurs, nos voisins occidentaux, n'avaient pas l'intention de les respecter. En fournissant des armes, ont porté au pouvoir Petro Poroshenko, puis Volodymyr Zelensky. Ce sont eux qui l'ont incité à faire un virage à 180 degrés, même si la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock le qualifierait peut-être de 360 degrés. Volodymyr Zelensky a fait un virage à 180 degrés, passant d'une personne arrivée au pouvoir avec des slogans de paix, des slogans comme « Laissez tranquille la langue russe », c'est notre langue commune, notre culture commune. Tout cela est sur Internet, à un pur nazi en 6 mois. Comme l'a justement dit le président russe Vladimir Poutine, à un traître au peuple juif. De la même manière qu'ils l'ont porté au pouvoir sur les baïonnettes et l'ont poussé en avant, ils veulent maintenant le soutenir avec leurs baïonnettes sous forme de force de maintien de la paix. Mais cela signifiera que les causes profondes ne disparaîtront pas. Lorsque nous demandons à ces penseurs ce qui arriverait hypothétiquement à la partie qu'ils prendraient sous contrôle, ils répondent que rien, l'Ukraine restera. J'ai demandé à un camarade, la langue russe y sera-t-elle interdite? Il n'a rien dit. Ils ne peuvent pas prononcer de mots condamnant ce qui s'est passé. Aucune autre langue n'a subi une telle agression. Mais imaginez si en Suisse on interdisait le français ou l'allemand, ou si en Irlande on interdisait l'anglais. Les Irlandais veulent maintenant un peu s'autodéterminer. Essayer d'interdire l'anglais maintenant, ils secouraient toute l'ONU pour ces colonnes, exigeant la condamnation de l'Irlande. Mais ici, c'est possible. Vous leur dites en face, et ils ne répondent rien. C'est exactement comme moi, cela fera bientôt 3 ans, qui, publiquement lors des réunions de l'ONU et en rencontrant la presse, demande de l'aide pour obtenir ne serait-ce qu'un peu d'informations sur Boutcha, la tragédie qui a été utilisée pour nous imposer des sanctions. Ces scènes ont été montrées par la BBC 2 jours après qu'il n'y avait plus aucun de nos militaires sur place. Nous demandons maintenant une seule chose, j'ai déjà renoncé à espérer plus. Pouvons-nous voir la liste des personnes dont les corps ont été montrés sur la BBC? J'ai même demandé cela publiquement au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, et pas une seule fois. La dernière fois, c'était en septembre 2024. J'étais à New York pour la session de l'Assemblée générale. J'ai eu une conférence de presse finale, avec toute la presse mondiale, environ 70 personnes, et je leur ai dit, les gars, vous êtes journalistes, ne seriez-vous pas intéressés de savoir professionnellement ce qui s'est passé là-bas? Nous avons officiellement demandé des informations au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ils ont une mission en Ukraine, au sein de ce bureau, créé sans consensus, sans consulter personne.
sur les noms des personnes montrées mortes à l'écran. Aucune réaction. Et j'ai aussi fait honte aux journalistes. Cela faisait déjà 2,5 ans depuis cette tragédie, lorsque la BBC a montré Boutcha à l'écran et sur les réseaux sociaux. C'était une explosion médiatique. 3 jours et tout est passé, ai-je dit. On vous a dit de vous calmer. Je connais bien la moitié des journalistes présents. Ils travaillent là depuis longtemps. Ne peuvent-ils pas envoyer une demande journalistique aux Ukrainiens? Personne ne fait rien. Une commande est passée, et c'est tout. En 1970, nous sommes parvenus à une conclusion et avons adopté une déclaration détaillée sur tous les principes de la Charte des Nations Unies, expliquant comment ils sont interconnectés. En ce qui concerne l'intégrité territoriale et le droit des nations à l'autodétermination, un consensus au plus haut niveau a été atteint, stipulant que tous doivent respecter l'intégrité territoriale des États qui respectent le principe du droit des nations à l'autodétermination. Par conséquent, ces États ont un gouvernement représentant l'ensemble de la population vivant sur leur territoire. Tout comme les colonisateurs ne représentaient pas la population de leur colonie en 1960. C'est pourquoi ce principe a prévalu. En Ukraine, immédiatement après le coup d'État, ils ont déclaré qu'ils aboliraient le statut de la langue russe et ont qualifié de terroristes ceux qui n'acceptaient pas les résultats du putsch. À partir de 2019, une série de lois visant à éliminer la langue russe dans tous les domaines a été adoptée. Comment peut-on dire que ce groupe de putschistes représente les intérêts de la population du Donbass, de la Nouvelle-Russie et encore moins de l'Ukraine? Par conséquent, la Charte des Nations Unies ne doit pas être modifiée. Elle est moderne. Elle doit simplement être respectée et appliquée. Et il ne faut pas dire que, lorsque le Kosovo a déclaré son indépendance sans aucun référendum, c'était un droit à l'autodétermination. Mais que lorsque la Crimée a organisé un référendum transparent avec la participation de centaines d'observateurs européens, de parlementaires et de personnalités publiques, c'était une violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La duplicité, le cynisme, l'hypocrisie, c'est ce à quoi nous sommes confrontés.